Récit d'histoire contemporaine, par Gustave Ducoudray. Section 4. La réaction royaliste, mort du maréchal Brune. Louis XVIII arrivait au pouvoir à l'âge du repos et la situation dans laquelle il se trouvait à son retour de 1815 était, il faut bien le dire, trop profondément troublée pour que ce prince pût la dominer. Il se laissa dominer par elle. D'un côté, les souverains alliés qui, pour la seconde fois, venaient de le rétablir sur le trône, de l'autre, les royalistes, irrités de la révolution de 1815, pressaient Louis XVIII de satisfaire leurs exigences. Il dut payer cher le bon vouloir de ses amis les alliés et céder à une réaction qui dépassait certainement ses rancunes. Les débris de l'armée française, qui s'était retirée derrière la Loire, inquiétaient encore les souverains alliés. Ceux-ci exigèrent de Louis XVIII le licenciement de l'armée. Ce licenciement fut prononcé par une ordonnance du 16 juillet, rendue publique le 12 août. Et l'on vit les vétérans de guerre de la République et de l'Empire se disperser, regagnant tristement leur foyer, obligés de cacher leur cocarde tricolore, mais emportant dans leur cœur le ressentiment de leur humiliation. En même temps, Louis XVIII cédait aux colères de son parti. Malgré la capitulation du 3 juillet, qui, en livrant Paris aux Alliés, avait garanti l'oubli du passé, malgré la proclamation datée de Cambrai, le 28 juin, par laquelle le roi avait promis de n'accepter du pardon que les personnes désignées par les deux chambres, Louis XVIII, sans attendre l'ouverture des chambres, et par simple ordonnance du 24 juillet, proscrivit 57 personnes. C'était Fouché, ce ministre de l'Empire et des 100 jours, devenu, quoique régicide, ministre du frère même de Louis XVI, qui les avait désignés comme coupables d'avoir abandonné le roi avant le 23 mars 1815, c'est-à-dire avant sa sortie du royaume. 19 devaient être traduites devant des conseils de guerre, 38 étaient bannis. Le colonel Bédoyeur, dont le régiment avait le premier acclamé Napoléon à Grenoble, et qui figurait sur l'ordonnance du 24 juillet, ne voulut point s'éloigner sans revoir sa famille. Il revint à Paris. Découvert, il fut traduit devant un conseil de guerre, condamné à mort et fusillé le 19 août dans la plaine de Grenelle. Il avait 29 ans. Le jour même où l'abbé Douairière marchait au supplice, on amenait à Paris le maréchal Ney. Ce n'était pas en mettant la proscription à l'ordre du jour qu'on pouvait calmer les violentes passions du Midi, à ce moment surexcitées. Des bandes royalistes, à peine dispersées pendant les 100 jours, y entretenaient l'agitation. Le 25 juin, à la nouvelle du désastre de Waterloo, une émeute éclata à Marseille et une colonie de Mamelouks ramenée d'Égypte par Napoléon fut massacrée. Le général Vertier, qui occupait la ville, se retira sur Toulon, près du maréchal Brune. Celui-ci, envoyé par l'empereur pour contenir le Midi, avait accompli sa mission sans vigueur. Et lorsque Louis XVIII fut rétabli sur le trône, il remit son commandement au marquis de Rivière. Mais on avait répandu l'accusation fausse que le vainqueur de Bergen avait trempé dans les excès de la Révolution et pris part au massacre de septembre en 1792. Or, Brune n'était point à Paris à l'époque de ces massacres. Quand le maréchal passa à Avignon le 2 août, il dut s'arrêter pour les relais de la chaise de poste. La nouvelle de son arrivée excita une vive émotion, des attroupements se formèrent. Le maréchal néanmoins allait s'échapper lorsqu'à la porte de la ville, un piquet de garde national le retint imprudemment pour vérifier son passeport. La foule empêcha le départ et ramena la voiture à l'hôtel des postes. Le maréchal se barricada dans l'hôtel, mais tandis que les autorités faisaient de vains efforts pour calmer la foule, des forcenés pénétrèrent par les toits des maisons voisines, et l'un d'eux tua le maréchal d'un coup de pistolet. Traîné dans les rues d'Avignon, le corps de la victime fut jeté dans le Rhône. Le corps ne fut retrouvé qu'à plus de 18 lieues d'Avignon et enseveli par un pauvre garde champêtre, puis transporté dans le domaine du Mas des Tours appartenant à M. de Chartreuse. Celui-ci garda le secret pendant 2 ans, et ce ne fut qu'au bout de ce temps que la veuve du maréchal put connaître l'endroit où reposait son mari. Elle fit ramener ses restes à Paris, dans son hôtel, dont toutes les pièces furent, pour ce jour-là, tendues de noir. Elle garda le cercueil, disant « Il restera là jusqu'au jour où j'aurai vengé sa mémoire ».
Je demande uniquement à Dieu de me laisser vivre assez pour qu'il me soit permis d'enfermer l'arrêt vengeur dans sa tombe. Elle n'eut point de repos qu'elle n'eût obtenu le droit de poursuivre les assassins, mais les coupables n'avaient pas été arrêtés. La cour de Riom rendit en 1819 un jugement par contumace. Encore la veuve dut-elle en payer les frais. Fin de la section 4.